Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Baudouin. Bonjour Baudouin. Bonjour Eric. On va vous parler de son documentaire sur le terrible drame de Crépol. Rappelez-vous, c'était en fin 2023. Beaucoup de choses ont été dites à son sujet. Beaucoup ont nié le caractère du racisme anti-blanc ou encore une forme de préméditation dans l'attaque de ces gens, de ces jeunes issus de la Cité de la Monnaie contre ces jeunes rugbyman de Crépol. Alors Baudouin, il a passé beaucoup de temps sur le terrain. Il a rencontré aussi des témoins qui étaient notamment présents au bal. Il a vu beaucoup de gens sur place, il va faire beaucoup de révélations. On va vous en parler, on va réagir ensemble à certaines images, certains extraits du documentaire que vous trouvez en intégralité sur le site de frontiermedia.fr, sur la plateforme Frontières Plus, également sur l'application mobile de Frontières. C'est près d'1 heure, ça vous plonge dans cette nuit terrible et ce qu'on peut en tirer. Je vous mets d'abord la bande-annonce et après on en parle. C'est la douche froide, ils ont amené cette insécurité dans notre campagne en fait. Alors que les pompiers et les gendarmes vont arriver assez rapidement, vont décrire une véritable scène de terreur. Déjà ils viennent en bande, donc il y a l'effet de bande. Pas sous-estimer l'effet de bande, parce que moi souvent j'en croise, quand ils sont seuls ou à deux, ils sont pas les mêmes quoi. On entend crier « ça plante, ça plante, ça plante ». On a une volonté judiciaire, politique et médiatique d'étouffer le racisme anti-blanc. On va essayer peut-être de diffuser quelques vidéos pour nos téléspectateurs. Ouais, donner un petit aperçu. Raconte un peu. Voilà. Ouais, carrément, bien sûr. Ça parle beaucoup en ce moment du doc sur Crépol sur les réseaux sociaux, donc c'est intéressant. Déjà, juste ma première question. Ouais. Pourquoi tu as voulu faire ce documentaire ? Eh ben écoute, en fait, je me suis installé dans ce coin-là du Dauphiné au printemps 2023. Et quelques mois après, il y a l'affaire Crépol, donc qui s'est passée. À l'époque, j'étais à 30 minutes de Crépol, et en plus après j'ai bougé plus près. J'avais prévu d'emménager encore plus près, donc je suis arrivé dans le nord de la Drôme. Et du coup, il y avait cette proximité avec le territoire où ça a eu lieu. Et de toute façon, c'est quelque chose qui illustre vraiment la fracture qu'il peut y avoir dans la société, déjà entre deux jeunesses, mais aussi entre une jeunesse des quartiers à qui on donne souvent il y a cette culture de l'excuse dont ces quartiers bénéficient, alors qu'on a une jeunesse de la campagne qui, elle, n'a pas forcément accès aux services publics. Ils sont loin des lycées, ils sont loin de leur collège, ces jeunes dans la vallée de l'Herbasse. Pour autant, on fait pas de misérabilisme avec ces jeunesses. Et en fait, c'était intéressant aussi de raconter cette histoire de deux jeunesses, une jeunesse plutôt rurale, une jeunesse plutôt des cités, une à qui on donne des excuses et une autre à qui il y a un peu une présomption de racisme, de rejet, de repli sur soi. Et évidemment, il y a la question du racisme anti-blanc qui est au cœur de cette affaire, qui est un peu le tabou de cette affaire, parce que en fait, c'est un bruit de fond ambiant, c'est quelque chose une lame de fond qui est en train de monter, ce racisme anti-blanc, et surtout qui n'est toujours pas vraiment reconnu. Alors, d'une part de la gauche, qui est pourtant antiraciste dans ses fondamentaux idéologiques, mais qui a toujours cet argument du racisme systémique. Donc, il faudrait que le racisme anti-blanc soit systémique pour qu'il existe vraiment. Et vu qu'il n'est pas pour eux systémique, il n'existe pas. Voilà Alors, je vous rappelle que si vous voulez regarder ce documentaire, c'est sur www.frontiermedia.plus. Vous l'avez également sur l'appli mobile de Frontières que vous pouvez télécharger sur iOS et Android. Tu voulais d'abord nous montrer un premier témoignage. Ouais. Est-ce que tu peux contextualiser avant qu'on regarde cet extrait ? Tout à fait. Alors, c'est une jeune fille qui avait 14-15 ans au moment du bal. Donc là, on est plus d'1 an et demi après. Elle a peut-être 16 ans. Elle s'appelle Élodie. Elle habite dans cette région autour de Crépol. Et elle se rend dans ce bal parce que c'est là où un peu elle peut s'amuser. Elle n'est pas encore majeure, donc elle sort pas le soir dans les bars, dans les boîtes. Et surtout, en fait, dans ce coin, on sait que quand on envoie son enfant au bal, on l'envoie pas en boîte de nuit où, là, il y a des hommes de tous les âges, dans des contextes de ville pas forcément très sûrs.
le bal le village, c'est le bal où il y a des gens qu'on connaît et donc on est rassuré. Les parents sont rassurés d'envoyer leurs enfants là-bas et du coup cette jeune adolescente, elle s'y rend comme d'habitude. Elle en fait souvent des bals et voilà. Alors ça n'a pas été facile d'avoir des personnes qui pouvaient témoigner à visage découvert. On en reparlera parce qu'il y a un peu une omerta qui s'est installée dans la vallée de l'Herba, cette rivière qui coule à Crépol. Et du coup, on les interviewe de façon anonyme. On regarde tout de suite. Vu que les jeunes n'ont pas forcément le droit d'aller en boîte, on va en bal pour se retrouver tous ensemble. De tous les genres de personnes, il y avait des filles, des garçons, des lacostéennes, des rugbyman, il y avait des parents. Et puis il y avait du coup un peu tout le monde mélangé au milieu de la salle en train de danser. Mais il y en avait quelques-uns qui étaient avec nous en train de danser et tout. Et quand moi... Là, elle dit, il y en avait quelques-uns qui étaient en train de danser avec nous. Elle parle des lacostéennes. En fait, les lacostéennes, c'est le terme qu'elle emploie pour décrire les jeunes des quartiers, les jeunes des cités, parce que c'est l'accoutrement un peu habituel qu'on connaît. C'est un terme très utilisé dans les nouvelles générations aujourd'hui. Bah ouais, c'est un peu cette appellation qui permet de lisser un peu ce qu'on a envie de dire derrière. C'est en général des jeunes originaires de quartiers dits sensibles, souvent d'origine maghrébine. Donc voilà, c'est un peu l'expression que a cette... Alors oui, on entend parfois les TN, les sacoches TN, les sacoches... ouais, c'est un peu la bandoulière, la veste de jogging. Donc voilà un peu l'expression qu'elle emploie, elle. Moi, je me suis dirigée vers la sortie avec mes copines. Et parce que le DJ annonçait la dernière musique. Et quand je me suis retournée pour voir si elles étaient derrière moi, j'ai vu deux garçons qui avaient le front collé en train de commencer à s'embrouiller. Du coup, comme aux autres bals, je me suis dit il va y avoir une bagarre. Donc je leur ai dit vaut mieux qu'on parte maintenant et on s'en va et comme ça c'est fini pour nous. Je me suis retournée du coup et que j'ai vu que ça a commencé à s'embrouiller. J'ai voulu du coup sortir, donc je me suis retournée. Et quand je me suis retournée, il y avait le vigile qui était devant moi, qui m'empêchait de sortir. Je ne savais pas qu'il y avait le danger à l'extérieur, donc je suis passée. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que le bal, c'est un endroit sécurisé, il y a des vigiles, etc. Donc là, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle assiste à toute la première partie de la scène, c'est-à-dire elle voit le tête contre tête qui démarre et que ça commence à partir en vrille et les jeunes sortent. Elle parle du vigile parce qu'en effet, dans un premier temps, le vigile il va essayer de contenir la bagarre. Il va prendre un coup de couteau aussi, ce vigile. Elle, en fait, alors au début de l'embrouille, elle veut sortir parce qu'en fait, elle veut quitter la salle. Elle veut quitter la salle parce qu'elle se dit bon, le bal il est fini, il y a bagarre. Venez les filles, on part, tu vois. Parce qu'en effet, parfois les balles, oui, ça termine au coup de poing, mais pas au coup de couteau. Et elle veut sortir. Elle passe sous le bras du vigile qui retient un peu les gens pour pas qu'ils sortent parce qu'il y a l'embrouille, il y a la baston. Et elle sort, elle voit que là ça part. Elle le raconte plus tard. Elle va voir ce qui s'avérera être Thomas avec un coup de couteau à l'abdomen, enfin à ce niveau-là, au niveau du torse plutôt, pardon. L'abdomen, c'était d'autres jeunes qui ont été touchés à l'abdomen. Et là, du coup, elle va re-rentrer. Mais elle a assisté. En fait, ce qui est intéressant avec ce témoin, c'est qu'elle a assisté au départ de l'embrouille. Et vu qu'elle sortait, en fait, elle est un peu sortie au même moment que la bagarre. Et donc, elle a vu aussi l'extérieur en voulant sortir et à la fois l'intérieur au début. Voilà. Donc, je suis passée sous son bras. J'ai pris deux copines par le bras. Du coup, on est arrivé dans le hall et le hall était rempli de sang. Il y avait du sang sur tout le sol, sur les murs. J'entendais qu'il y avait une maman qui s'occupait du bar. Donc voilà, là, elle rentre dans la salle. Il y a déjà du sang partout. Donc voilà, je me suis peut-être trompé sur la chronologie, mais voilà, elle re-rentre. Il y a déjà des gens qui se sont fait planter, etc. Parce qu'en fait, elles ont. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, elles sont dehors, mais quelques minutes quand même, ou quelques instants, le temps qu'en fait, il y ait des coups de couteau qui soient donnés. Donc on imagine la rapidité à laquelle les couteaux ont pu être sortis. Alors là, on le dit pas dans le documentaire, mais elle est avec des filles encore plus jeunes qu'elle. C'est-à-dire que vraiment, dans le bal, il y a des filles, je crois qu'il y en a une qui a 12-13 ans. Et heureusement qu'elle est un peu plus grande et elle s'occupe d'elles, elle les tire, elle les ramène, elle les mène. Donc on voit à quel point c'est familial. Et alors, elle le disait juste avant, elle est avec, il y a des vieux, donc il y a souvent les parents et il y a des membres du comité des fêtes qui ont 60-70 ans. Quoi. C'est vraiment très, très familial. Ouais. Du bar qui criait et qui disait qu'il y avait quelqu'un qui était blessé dans la cuisine. J'ai juste vu,
des garçons, des rugbyman ou poches qui étaient remplis de sang, qui étaient énervés, qui allaient dans tous les sens. Après, je suis sortie à l'extérieur. Et c'est là que j'ai vu Thomas par terre et du coup des Lacostéennes en train de s'énerver contre des barrières. Il avait du sang sur le ventre. Oui, enfin sur tout le torse par contre. Donc là en voyant le sang, il y avait forcément un couteau. Du coup je suis restée tétanisée pendant quelques secondes. Et quand on est sortis, ils étaient tous ensemble sur le côté. Et quand on est re-rentré dans la salle, on les entendait faire le tour de la salle. On les entendait, fille qui était avec moi. Quand elle est arrivée pour venir nous chercher, elle nous a dit qu'ils étaient venus, elle les avait vus et ils avaient tapé contre sa voiture. Est-ce que tu peux recontextualiser un peu justement rapidement comment ça s'est passé cette soirée et comment on en est arrivé là ? La soirée, c'est le bal d'hiver de Crépol. Il y a 450 participants. Et il y a des jeunes du quartier de la Monnaie qui apparemment ont été recalés de Valence et d'autres apparemment après avoir passé une soirée à Bourg-de-Péage, donc qui est collé à Romans-sur-Isère. Ils montent au bal et ils rentrent dans la salle. Ils rentrent comme quoi cette idée que parce qu'on le lit notamment dans le livre qui a été écrit sur la suite sur ce bal, on dit que oui on les toise, ils sont toisés, mais forcément ils avaient un accoutrement et un comportement qui se singularise clairement du reste des participants, mais ils rentrent dans la salle, il n'y a pas de discrimination et d'ailleurs ils vont au bal parce que, c'est ce qu'ils raconteront, parce que les anciens du quartier leur disent dans les bals tout le monde rentre, donc si vous voulez faire la fête et draguer des filles comme on entend souvent, vous pouvez rentrer facilement dans les balles. Et ils rentrent malgré le fait qu'ils se font confisquer les couteaux. Après la question c'est comment émergent du coup les couteaux au moment de l'affrontement. Alors soit certains ont dissimulé des couteaux quand ils sont rentrés, du coup ils ont pas pu se les faire confisquer, soit, et ça c'est une piste qui n'est pas évoquée, soit dans le livre qui a été écrit sur Crépol par les journalistes du Parisien, soit même par les médias en général, c'est que en fait il y a d'autres jeunes qui ne rentrent pas dans le bal, qui restent dans des voitures garées sur un Super U, un petit Super U juste à côté de la salle des fêtes. Eux, ils rentrent pas dans le bal, ils restent, ils zonent, ils fument, ils boivent, ils font leur vie à côté. Mais par contre, ils vont rappliquer au moment de la bagarre. Et donc, le couteau, il arrive peut-être à ce moment-là. Et donc, c'est comme ça que ça dégénère. C'est quand ça s'embrouille, quand ça sort et quand les autres rappliquent, ce qui fait quand même une bataille rangée avec au moins 15-20 personnes. Alors, il y a 14 mises en cause dans cette affaire. Du côté des jeunes de la Monnaie de Romans, et on dit 20-30 du côté rugbyman ou jeunes de la vallée. Donc c'est comme ça que la bagarre a éclaté. Ouais. Et il y a un témoignage que tu as recueilli aussi qui raconte comment un dénommé Shahid a été violent également en quittant le bal. C'est peut-être ça. qu'on peut le mettre. Cet extrait de Shahid, je crois que c'est pas un témoignage direct. Oui, c'est un récit. C'est Nicolas Boutin, donc qui est journaliste à Valeurs Actuelles, qui connaît très bien le dossier et donc qui nous le rapporte. Et c'est dans le dossier de l'enquête. Shahid, à la sortie de la bagarre, va montrer ses parties génitales en provocation contre les gars d'en face. Il va même, en regagnant le véhicule, mettre un coup de poing qui va mettre KO une mère de famille qui est paniquée parce que sa fille lui envoie des messages en lui disant « Maman, on est paniqué, on peut pas sortir, il y a une attaque » parce que à ce moment-là, dans la salle, on voit le sang, on voit les cris, on voit la panique, mais on ne sait pas vraiment encore ce qui se passe. Donc c'est totalement la panique. Et il y a cette mère qui essaie de récupérer sa fille. Et en fait, elle croise les jeunes qui partent et elle est paniquée, donc on imagine qu'elle doit crier, etc. Et il va lui mettre un coup de poing. Et après, il va plus ou moins s'en vanter à un ami au téléphone parce qu'il va être mis sous écoute en prison. Où là, je vous invite à regarder l'extrait dans le documentaire, où vraiment, il dit ouais, il y a une Yurko, je lui ai mis une patate, elle criait. Terminé, elle a pu parler, le Coran de la Mecque, etc. Donc vraiment, cette espèce de... Il assume totalement la violence. Et ensuite, et après, j'ai reçu un message encore ce matin de gens qui ont vu le documentaire, qui m'ont raconté qu'en fait, ils ont aussi attaqué d'autres parents, plus ou moins, menacé. Ils ont menacé d'autres parents, menacé de mort d'autres parents, et ils se sont pris à des voitures. Ça, en effet, je l'avais entendu, on l'a pas mis dans le documentaire, mais en effet, en partant, ils ont aussi tapé contre des voitures, sans doute pété des vitres. Ils sont vraiment partis avec. Alors, ils se sont pas. On dit que on peut lire qu'ils se sont défendus, c'est pour ça qu'ils ont sorti les couteaux. Non, il y a eu un coup de couteau dans le cœur, donc de Thomas. Il y a eu un coup de couteau dans l'abdomen d'un jeune. Il y a eu même une vidéo qui a tourné sur Snapchat d'un jeune qui se tient à l'abdomen et qui pisse le sang, c'est assez impressionnant. Et le videur qui, en tenant les jeunes qui étaient en train de se battre, avait la main sur le cou d'un des jeunes
et ce videur, Yuen, s'est fait sectionner 4 tendons. Donc voilà, c'est des coups, c'était pas des coups pour se défendre, tiens je te pique, recule. C'est parce qu'ils font la distinction, on l'a vu dans Envoyé spécial, il y a je te griffe et il y a je te plante. Et donc là on était quand même sur des coups qui étaient un peu... L'idée c'était pas juste de blesser, c'était un peu plus. Oui, Donc, c'est une vidéo d'Envoyé spécial que tu mets en avant. Ouais, On peut peut-être la mettre là. Fait une schneck, on va dire que je vais lui faire une schneck. Après, sinon, ouais. En fait, il y a planté et il y a déchiré, c'est pas pareil. Si un jour je dois planter, ben, je sais que je vais pas tout lui rentrer, à moins que je veux le tuer, mais j'espère pas. Moi, je préfère les opinels, parce que les couteaux chinois, ça se casse vite. C'est très pratique. En plus de ça, il est petit, cet opinel. On peut le ranger facilement. C'est le couteau à la mode. C'est plus facile d'acheter un couteau que d'acheter un filet au fish à McDo. Faut mettre moins de temps. Si le mec il a un couteau, je préfère moi aussi en avoir un. Je préfère le planter qu'il me plante, c'est logique ça. Et ouais, donc dans cette vidéo, on voit bien que le couteau n'est pas là juste dans la poche de ces jeunes, juste pour couper du shit, parce que c'est la théorie que reprennent les auteurs du livre et qu'ont repris les médias. En général, on coupe pas du shit quand on le vend à ses clients. Les barrettes sont déjà découpées. Alors oui, j'imagine que s'il faut couper, ou j'en sais rien, je suis pas dealer et ni consommateur, loin s'en faut. Mais en général, les barrettes sont vendues très rapidement, comme ça, la main dans la main. C'est efficace. On coupe pas, on se pose pas sur un banc et on coupe sa barrette. Le couteau, c'est une arme de défense et on l'a vu avec ce jeune de Marseille qui témoigne sur l'envoyé spécial. C'est pour régler les embrouilles, ou c'est pour impressionner, ou même pour faire du mal. Et pour revenir peut-être à ce que je disais, mais ça m'a échappé. En tout cas, il y a un sujet sensible. Peut-être qu'on va regarder un extrait et après tu vas me dire ce qu'il en est. C'est la question du racisme anti-blanc. Ouais. Oui, ça me revient. C'est qu'en fait, alors ils sont partis en frappant une mère, en montrant son sexe pour Shahid, en attaquant des voitures. Donc il y a une espèce de défoulement, de défouloir de violence. Et il y a aussi un coup de feu qui va être tiré depuis une des voitures qui a retenti, qui a été entendu par Faisal, c'est ça ? Oui, c'est sans doute Faisal qui aurait tiré ce coup de feu. Ce qu'il dément et ce qu'on entend dans les écoutes téléphoniques, parce qu'en fait c'est Shahid qui s'est mis dans l'embarras dans des dépositions pour prouver que c'était pas lui. Il a mis en difficulté son ami Faisal qui est plus âgé que lui, et donc en fait Faisal a plus ou moins menacé Shahid pour qu'il change sa déposition auprès de la juge pour pas que ça retombe sur Faisal qui serait vraisemblablement l'auteur de ce coup de feu, parce que alors ça c'est à vérifier, je parle au conditionnel, mais il y aurait une arme qui aurait été saisie dans l'une de ces voitures. Okay. Voilà. On reviendra sur le profil 22 long rifle. On reviendra sur le profil de ces personnes, sur aussi la cavale de certains. D'abord on regarde la vidéo sur le racisme anti-blanc, parce que c'est un grand sujet sur Crépol et on verra après ce que ça donne. C'est un foutage de gueule, cette théorie du racisme systémique. C'est un des plus gros foutages de gueule de ces 10 dernières années. Tout ça pour qu'il y ait un verrou mental qui nous empêche de penser la réalité du racisme anti-blanc, qui est un phénomène aussi répandu qu'occulté. Il y avait suffisamment, au regard de la jurisprudence, d'éléments pour retenir cette circonstance aggravante. C'est-à-dire que vous avez une affaire de racisme contre les musulmans, des personnes d'Afrique du Nord ou contre une agression homophobe. Il suffit d'un témoignage pour que ce motif soit retenu et qu'il n'y ait même pas l'ombre d'un doute ou du début d'une discussion. Mais lorsqu'il s'agit du racisme anti-blanc, eh bien, il en faut plus. Donc oui, ça c'est le sujet de est-ce que oui ou non c'était du racisme anti-blanc. Donc dans la bagarre, il y a beaucoup d'insultes qui fusent et des insultes type sale gouer, on va vous planter les blancs, les gouers, etc. Le gouer pour les gens, qu'est-ce que ça veut dire ? Le gouer, c'est de l'argot maghrébin pour désigner un non-musulman au départ, et par extension un occidental en fait, c'est un occidental. Et en fait le gaouri ou le gouer, c'est vraiment l'équivalent de l'infidèle, c'est du mahométan. Et j'en parlais avec un habitant de la Monnaie d'origine marocaine, ça j'ai pas pu le filmer parce que pour lui c'est trop délicat, mais on l'a filmé mais on l'a pas diffusé. Il me racontait que en fait lui dans sa famille c'était pas forcément péjoratif parce que sa famille est plutôt intégrée, il n'y a pas eu trop ce genre de problème, mais dans sa famille, les gens évoquaient les Français, parlaient des Français comme des Nosrani. Les Nosrani, ça veut dire les Nazaréens. C'est-à-dire qu'en fait, on parle encore des Occidentaux dans certaines familles comme des infidèles, des Nazaréens, comme si nous, on parlait vraiment des Mahométans.
Voilà, comme si on disait que les Maghrébins, les Irakiens, les Arabes étaient des Mahométans. Voilà, ça c'est très intéressant. Et donc, en fait... on l'entend dans les vidéos, il y a ces termes qui ont fusé, il y a 16 témoignages qui ont été relevés par la gendarmerie de ces insultes, mais la justice n'a pas considéré ces propos comme étant une possible circonstance aggravante des délits pour lesquels, et du crime pour lesquels sont poursuivis ces jeunes. Ce qui est évidemment un peu un scandale, puisque dans d'autres cas, et c'est des avocats qui nous le confirment, un témoignage dans une agression, dans un meurtre, un témoignage d'une injure raciste serait au moins instruite, pour que après le jour de l'audience, instruite à charge et à décharge d'ailleurs, hein, si c'est pas retenu avant l'audience, mais au moins que ce soit débattu le jour de l'audience. Donc voilà, ça c'est parce qu'il y a en lame de fond auprès de beaucoup de magistrats cette incapacité à voir le racisme contre les blancs, quoi. Et on le retrouve aussi dans une bonne partie de la gauche qui a du mal à le voir pour et il y a le sujet aussi du PV. Voilà. Qui a été perdu, c'est ça ? C'est ça. Donc il y a un PV, il y a un PV de gendarmerie qui est révélé par le livre Une nuit en France, qui réécrit quand même l'affaire et qui trouve beaucoup d'excuses à ces jeunes de quartier, mais qui a le mérite d'avoir révélé ce PV caché. Alors évidemment, les auteurs n'en tirent pas les conclusions qu'il faudrait, mais en fait, alors ce PV, c'est une analyse criminelle de la gendarmerie, une adjudante qui le rédige et qui évoque la possibilité qu'il y ait eu une préméditation, ce qui rendrait le crime encore plus grave. En plus de la possible circonstance aggravante. C'est-à-dire que des témoins décrivent des comportements type, je cite parce que c'est pas très clair comme terme, repérage / comportement étrange / repérage. Alors, a priori, les jeunes, ils sont venus pour aller au bal. Alors, pour danser, oui, certes, mais ils sont quand même venus avec une attitude provocante qui a dénoté et qui a entraîné cette bagarre. Mais on peut aussi se poser la question de ces témoignages, de ces repérages, etc. Comme s'ils avaient voulu provoquer quelque chose ou organiser voilà, une agression ou une attaque. Bon, ça... c'est fragile, mais par contre, ce qui est moins fragile, et comme je le disais tout à l'heure, c'est le rôle des jeunes qui sont à l'extérieur de la salle. Et même, de toute façon, l'attitude et l'état d'esprit dans lequel étaient les jeunes dans la salle, qui sont venus du coup danser et qui sont venus dans le bal. Parce que voilà, comme je dis, il y a des témoignages qui décrivent, et ça c'est dans ce PV caché, et pas seulement dans ce PV caché d'ailleurs, mais qui décrivent des provocations, des petits coups de tête, on sent qu'ils cherchent un peu la merde, comme on dit, ils sont un peu à l'écart des gens dans le bal, donc il y a des gens qui ont l'impression qu'ils cherchent quelque chose, qu'il y a une petite embrouille qui est un peu recherchée, parce que c'est normal, il est 2h du matin, ils sont alcoolisés, pour eux, parce qu'il faut voir aussi comment parlent les jeunes des cités, des jeunes des campagnes. Quand ces jeunes en prison sont sous écoute, on apprend qu'ils parlent d'eux comme des Golgoths qui ont bouffé du sanglier, pour décrire le rugbyman qui peut être un peu fort, avoir une grosse corpulence. Donc il y a de la part de ces jeunes une vision du rugbyman, du gars de la campagne, qui est quand même pas très positive, ou du moins assez péjorative. Donc voilà, pourquoi pas les provoquer, ces gros céfrans, comme ils les appellent, et ça encore, c'est dans le livre, c'est dans le dossier de l'enquête, c'est attesté. Les mères, pour se défendre du racisme de leurs enfants, expliquaient aux journalistes auteurs du livre que leurs enfants ne parlent pas des Blancs, ils parlent des céfrans ou des Français. Donc en fait, ils ne se sentent pas appartenir à cette nationalité, ou du moins ils s'en détachent, ils ont une certaine distance avec les nationaux. Donc voilà, on peut pas exclure totalement qu'il y a eu un genre de provocation, alors préméditation peut-être pas, mais provocation plus certainement. Et encore une fois, quel a été le rôle des jeunes qui sont dans ces deux voitures sur le parking du Utile, et qui rappliquent derrière, eux, s'ils rappliquent au moment de la bagarre, c'est pas pour danser la Macarena. Après l'événement, la tension elle monte, et la situation médiatiquement elle est explosive. Alors ça, il faudrait regarder, mais je sais pas si c'est avant ou après la tentative de descente à la Monnaie. Alors c'est une manifestation avec des gars qui sont armés, des militants d'extrême droite, etc. Bon, elle approchera même pas du quartier, elle sera maintenue à distance par la CRS 8, la CRS experte dans les débordements, dans les troubles à l'ordre public, entre guillemets, dans les
manifestations. Mais voilà, il y a ce climat, ils se sentent un peu oppressés, un peu en danger, donc certains ils veulent se mettre au vert ou partir même en cavale. Mais oui, ce qui est étonnant, c'est que moi, ma mère, si j'avais été mêlé à une affaire comme ça, déjà j'aurais pris une rouste, mais elle serait allée au poste. Et beaucoup de parents auraient fait ça. Elle met son enfant dans une voiture conduite par deux gars du quartier, mais qui habitent Toulouse et qui n'étaient pas au bal. Et elle met son gamin et 4 autres qui vont suivre avec. Donc il y a un 5008 Peugeot avec 7 gars originaires du quartier et de Romans qui partent, qui fuient le quartier parce que pour eux la situation est trop tendue. Mais évidemment que c'est un genre de fuite, alors que les services de police ont commencé leur enquête. C'est impensable pour un parent responsable et qui a conscience que dans ce pays, il y a une autorité judiciaire et des services de police qui sont censés faire leur travail. Alors oui, à ce moment-là, on aurait compris si c'est elle qui partait avec ses enfants. Mais là, alors oui, peut-être que les grands frères du quartier qui sont partis avec eux, peut-être qu'elle leur a accordé sa confiance. Mais c'est vrai que c'est troublant et c'est pas ce qu'auraient fait des parents, des mères et des pères de famille un peu plus responsables dans cette situation. Et donc ils vont quitter le quartier, mais sauf qu'en fait dans la voiture qui les mène à Toulouse, parce que bon, ça va être une cavale mais qui va durer même pas 24 heures, bah voilà, ça fume des joints, ça fait des Snapchats, ça fait les gars mystérieux, ça prend du protoxyde d'azote, ça achète du Red Bull, du Red Bull et de la vodka, et la fête continue presque. Enfin, c'est assez hallucinant, et ça commence à justifier en disant ouais, c'est en face, les gros rugbyman, on s'est défendu, ils étaient plus nombreux, voilà. Donc il y a cette espèce d'inconséquence totale, de déconnexion avec la réalité, où le pays entier attend de savoir ce qui s'est passé, et eux prennent la fuite en filmant des Snapchats, quoi, en se filmant sur Snapchat, et ils seront topés après une nuit pas très discrète dans un hôtel de Toulouse par le GIGN qui va les soulever, comme on dit, oui, c'est ça, je crois qu'on dit les taper ou les soulever, mais voilà, donc c'est une cavale, mais sans point d'appui, sans argent, sans discrétion, c'est plus une fuite en avant, le temps de se faire interpeller, parce qu'ils savaient que ça arriverait à un moment ou un autre, quoi. Alors il y a un autre passage, je ne sais pas si on l'a, si c'est celui-là, parce que effectivement pendant toute ton enquête, ce qui était compliqué, ce que tu vas montrer, c'est comment ça reste un village qui est assez traumatisé, quoi. Nous proposons donc de réagir à quelques habitants en train de discuter, dont la trésorière de l'association des victimes. Et immédiatement, chacun tourne les talons dès notre arrivée. Une fois encore, la méfiance prend le dessus. Excusez-moi de vous déranger, on est journaliste et vous avez entendu parler de ce livre qui a fait beaucoup jaser, et on aimerait pouvoir faire parler des Crépolois pour avoir une autre version que ce livre. D'accord, ouais, bon courage. Ouais, ça vous intéresse de réagir, vous aussi, monsieur ? Non ? Non. Vous avez été heurté par ce livre, j'imagine ? Ce que je comprends. Complètement. Oui. Moi j'ai rendez-vous et puis désolé, on prend. Et plus tard peut-être ? Non, pas moi en tout cas. Non ? Vous savez qui serait à même d'en parler ? Ici, on est journaliste pour Frontières et on fait un documentaire sur cette affaire. Et on voulait pouvoir donner la parole aux Crépolois qui n'ont quasiment pas leur avis dessus. Tout le monde a été très déçu par le journalisme depuis le début. Merci madame. Merci. Donc en fait là c'est le contexte, depuis le début de notre travail là-dessus, ça a été très compliqué de gagner la confiance ou du moins l'accord des habitants pour être filmés et pour témoigner. Vraiment, il y a une fermeture parce qu'en fait, les journalistes ont été très décevants pour eux, surtout en fait les médias nationaux, parce que localement, il y a plutôt un bon travail qui a été fait, et c'est d'ailleurs le Dauphiné Libéré qui a beaucoup insisté sur le racisme anti-blanc. Ils ont vraiment donné la parole aux victimes, mais c'est les commentaires, un peu la réécriture, l'euphémisation de la violence, la fameuse comparaison avec Roméo et Juliette sur Arte 28 minutes d'une sociologue du CNRS qui se dit frappé par la ressemblance, alors qu'il n'y a pas d'histoire de filles. Oui, il y a des jeunes qui vont en balle, mais c'est aller en balle et draguer des filles, oui, ça peut aller avec, mais pas forcément. Il n'y a pas forcément c'est pas au cœur de cette affaire, la drague de filles. Donc vraiment, c'était absolument inouï comme comparaison, absolument détestable. Et les gens ont été un peu révulsés. Et donc petit à petit, ils ont développé une énorme méfiance envers les journalistes, ce qui est normal. Et après, il y a des gens qui n'ont pas envie forcément de s'exposer. Et c'est un village de 520 habitants. Quand les caméras nationales sont tournées et internationales même vont être tournées vers ce village,
Enfin, c'est un choc pour les gens. Ils s'attendent pas à ça. Crépol, ça, c'est comme je dis, c'est une petite commune. On n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Mais ils vont être très en colère par rapport à la réécriture et surtout à l'accusation de récupération par des médias de droite ou des hommes politiques de droite. C'est-à-dire qu'on a accusé des médias comme Frontières, comme CNews et autres, de faire de la récupération de cet événement, alors même que les médias de gauche ou les journaux de gauche s'indignent quand il y a des violences policières contre un Adama Traoré, contre un Théo Luaka. Enfin, c'est le jeu. Sauf qu'en fait, eux, ils sont d'autant plus en colère parce qu'ils font les mêmes constats que ces médias. Donc en fait, quand on leur parle de récupération politique, on juge même leurs réactions et les conclusions qu'ils tirent de cet événement. Ils se sentent jugés là-dessus, ils se sentent méprisés et du coup accusés d'être des fascistes, des fachos, d'extrême droite, etc. quoi. Donc en fait, ils ont pas du tout aimé cette accusation de récupération. D'autant plus que dans le nord de la Drôme, il faut noter qu'il y a une montée de l'insécurité par des faits qui ont beaucoup marqué le territoire. Notamment, alors moi je suis remonté à 2020, mais on aurait pu remonter avant. 2020, il y a un attentat islamiste, réfugié soudanais, qui tue des gens dans la rue au couteau, avec des prières islamiques, des cris comme Allahu Akbar, etc. Et notamment, il interroge à un moment donné dans la rue quelqu'un, il lui demande s'il est français, s'il est maghrébin, et l'autre se dit non, je suis français, et du coup il le plante. Donc il y a un peu aussi ce racisme anti-blanc, anti-français en lame de fond déjà de cet attentat. On a le témoignage d'Evelyne Reber, dont le fils a été poignardé, Julien Vinzon, qui était un peu une figure locale parce que patron du restaurant La Charrette, un café-théâtre. 2020 aussi, alors ça c'est passé sous les radars, c'est des Tunisiens dont un sous QTF qui s'embrouillent avec des jeunes Roms qui les poursuivent. Alors les Tunisiens, ils sont drogués, alcoolisés, ils les poursuivent. Les parents de ces jeunes Roms d'origine roumaine sortent pour comprendre ce qui se passe. Et là, c'est le défoulement. Coup de couteau à l'abdomen, la mère poignardée dans le dos, elle mourra. Là, je crois que c'est le grand-père ou le père ou le fils qui seront frappés avec une chaîne de moto ou de vélo. Enfin là, il y a un déchaînement de violence et cette mère qui meurt à Saint-Vallier, à 30 minutes de Crépol, dans le nord de la Drôme. Puis il y a Crépol en 2023, puis après il y a Nicolas Dumas, après il y a Zakaria. Zakaria, c'est un jeune de la monnaie, mais qui est un bosseur, qui est sans histoire, donc c'est pas un jeune délinquant. Il bosse en apprentissage dans une entreprise de plaquistes qui est à la frontière suisse. Et ce jour-là, le jour où il s'interpose dans une bagarre, dans une expédition punitive entre gens de romans, il s'interpose, il se prend un coup de couteau dans le dos, alors qu'il devait même pas être là ce jour-là, il devait être sur son chantier. Donc c'est terrible parce qu'en plus c'est le jour de l'Aïd el-Fitr. Son père, le gamin va mourir dans les bras de son père quasiment. Enfin bref, une histoire horrible aussi. Le jeune Zakaria, alors ça a moins marqué parce que ça venait après l'affaire de Thomas et il y avait moins ce côté emblématique de la campagne qui est attaquée, qui est victime de l'ensauvagement. Mais l'affaire de Zakaria, elle est aussi tout aussi terrible et une mort tout aussi gratuite. Et après, un an après Thomas, Nicolas Dumas qui à l'entrée dans la file d'attente d'une boîte de nuit, alors prend pas une balle perdue, hein. Ça c'est ce qu'on a cru au début, mais en fait non, c'est un homme qui descend d'un véhicule et qui ouvre le feu sur cette file d'attente, et lui il est touché à la tête et il meurt quelques jours plus tard, et ça c'est quasiment un an après Crépol. Et Nicolas Dumas, il joue dans le même club, le RCPR, le club de romans. On a compris pourquoi la personne a été tirée sur la file, ou on ne sait pas encore? L'enquête elle a pas trop avancé, mais en fait en lame de fond, c'est sans doute la DZ Mafia en fait qui intimide et qui intimide le monde de la nuit et des établissements de nuit pour tenter de les escroquer. C'est une politique de la terreur, littéralement. Alors il faut savoir que ça se passe donc à Saint-Péray. Alors on a beaucoup parlé de l'Ardèche, mais en fait Saint-Péray c'est en Ardèche, mais si vous voulez c'est de l'autre côté du Rhône, dans l'agglomération de Valence. En fait, vous traversez le pont, vous êtes de Valence à vous êtes à Valence, vous traversez le pont, vous êtes à Saint-Péray, vous êtes en Ardèche, mais c'est le même endroit, c'est vraiment le nord de la Drôme, même si voilà, administrativement c'est en Ardèche. Donc voilà, c'est un espèce de continuum de la violence gratuite, soudaine, qui est hallucinant dans le nord de la Drôme. Donc évidemment que les habitants de ce coin-là, ils voient ce qui se passe, et qu'en fait quand on leur parle de récupération, ça les fait rire. Non, ils ont vu ça arriver. Et surtout, il y a une récurrence du couteau, il y a une récurrence de la typologie de coupable, il
et il y a une récurrence dans la typologie de victimes. Des victimes innocentes à chaque fois. Et le livre donc, qui est sorti il y a quelques semaines de 2 journalistes du Parisien, si dedans il y a beaucoup de choses qui sont factuelles parce que ils ont accès au dossier. Ils ont accès au dossier, ce que tu racontes, c'est que ça a aussi bouleversé à nouveau les familles, dont la famille Perotto. Ouais. Donc oui, comme tu dis, il y a beaucoup de factuels parce qu'en fait, c'est le Parisien. Donc le Parisien, ils ont leurs petites entrées au ministère de la Justice, on l'imagine. Bon, ça, je parle, ça n'engage que moi, mais ils ont accès au dossier. Donc il faut savoir qu'il y a le secret de l'instruction. Normalement, vous ne pouvez pas avoir accès à un dossier qui ne concerne que les magistrats et les avocats concernés. Bon, c'est le jeu de la presse. Il y a souvent des dossiers qui fuitent. En l'occurrence, ils en ont fait bon usage, ils nous ont fait une histoire bien romancée. Et en effet, il y a là une partie factuelle, mais il y a toute une partie, il y a 20 pages sur le quartier de la Monnaie pour expliquer que c'est des familles qui souffrent, parce qu'il y a des mères célibataires, parce qu'il y a des pères qui sont partis, parce qu'il y a il y a de la petite délinquance, parce qu'il y a des parcours scolaires chaotiques. Mais en quoi la société est responsable de ça ? Et c'est ce que tu disais tout à l'heure aussi sur le côté, la différence d'éducation. C'est donc Séverine que j'interviewe, la mère d'Élodie, qui nous le dit. Mais en fait, dans ce livre, il est honteux parce que, alors oui, ils sont pauvres, il y a du chômage et il n'y a plus d'éducateurs dans le quartier alors qu'il y avait des éducateurs. Mais en fait, dans la vallée de l'Herbasse, il n'y a pas d'éducateurs. C'est les parents, les éducateurs. Et c'est comme ça que ça marche, en fait. Et les gens, ils bossent. Hein. Il y a pas, ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir un parent qui reste à la maison pour s'occuper des enfants toute leur jeunesse. Donc, c'est encore une fois, c'est ce rapport à l'éducation des enfants et dont on voit les différences entre des quartiers comme la Monnaie et les vallées de l'Herbasse où voilà, c'est des jeunes qui sont en général quand même moins, j'allais dire turbulents, mais bon, ça fait vraiment bisounours, mais on est des jeunes qui sont moins à problème, qui créent moins d'embrouilles, moins de drames. Dans quel état aujourd'hui sont les familles des victimes, notamment la famille Perotto ? C'est une famille qui reste endeuillée. Alors voilà, ils donnent pas d'interview parce que pour eux c'est encore trop dur et ça je comprends entièrement. Et dans le documentaire, oui, ça aurait été fort d'avoir ce témoignage pour montrer ce que ces drames, c'est pas juste des faits divers, des faits divers banals comme on l'entend, banaux. C'est pas des bagarres qui dégénèrent. Ça détruit des familles entières parce qu'en fait c'est une famille qui est assez implantée dans ce coin-là, qui est avec des oncles, des frères et sœurs de Thomas, etc. Enfin, tous ces faits divers qui émanent de toutes ces victimes de l'insécurité, mais ça détruit pas juste une vie, ça détruit les familles. C'est comme le disait Jean-Claude Dacier sur le plateau hier de CNews, ça détruit des familles aussi, ça fait du mal à tout cet entourage. Et eux, ils ont toujours très, très mal, ils sont toujours endeuillés. Il y a des gens qui fréquentent... Ils sont restaurateurs. Ils sont restaurateurs à Haute-Rive, ils doivent bosser, ils doivent continuer, et avec cette peine au cœur. Et leur entourage leur raconte qu'ils sont toujours aussi touchés. Et ce livre, par le peu de considération qu'il apporte à la peine et au choc des victimes, a vraiment heurté les gens dans le coin. Et on voit que les réactions ne sont pas les mêmes entre notre documentaire et ce livre. Nous, alors évidemment, on est frontière, on a nos prismes et on nomme qui sont les responsables de cette insécurité. Mais on n'essaie pas non plus d'être... on n'est pas injuste et on n'est pas malhonnête. Dans ce livre, il y a eu un peu... les gens du coin se sont sentis quand même... ont senti un peu une injustice dans le sens où le livre donne pas assez la parole aux victimes du bal et du coup ça a fait beaucoup de mal à la famille Perotto. Alors justement, tu as aussi retrouvé un homme, André, qui avait été écouté par toute la France. On va mettre le passage, ça va contextualiser et son interview. Et puis c'est tout, il aura 8 ans et puis il sortira au bout de 4 ans. Voilà, on peut déjà donner l'issue du procès avant de le faire. Ça me fait quoi ? Ça me fait que j'enlèverai pas un mot de ce que j'ai dit. Je pourrais même en rajouter peut-être. Il nous a fait attendre très longtemps, le ministre. Bon, c'est normal, c'est un ministre. J'étais en colère, quoi. C'était la colère pas réfléchie et naturelle. C'était pas personnel contre lui. C'était plutôt contre l'État qui protège pas sa jeunesse, quoi. Ça m'a touché personnellement parce que, bon, vu les origines de Thomas, c'est la campagne. Donc lui, c'est André, retraité, ancien agriculteur, ancien cantonnier, pour faire simple, qui voilà, en fait, a vu cette violence arriver et ce drame avoir lieu. Et ça l'étonnait pas tellement parce qu'il a conscience, en fait, de ce contexte d'ensauvagement lié aussi à l'immigration, aux deuxième, troisième génération
d'immigrés qui se sont pas intégrés, qui se reconnaissent pas dans la communauté nationale. Et lui, c'est assez incroyable. Je vous raconte un peu l'envers du décor, parce qu'en fait, lui, c'est un homme qui est timide. Comme diraient les auteurs du livre, c'est cette région où les gens sont taiseux. C'est vrai, on s'épanche pas forcément. C'est une France où on se plaint pas. C'est une France où en fait la vie est pas simple. Et pourtant, on n'a pas besoin de brûler des voitures et des poubelles pour se faire entendre. Et lui, il est très en colère. Donc, en fait, il y a Olivier Véran qui se rend donc à Crépol 8 ou 10 jours après le drame, parce que le gouvernement a été sous pression et a fini par daigner se rendre sur les lieux, alors même que pour Naël, il y a eu une réaction immédiate de Macron, qui a même tweeté, qui a parlé de bavure policière, et ça, il en est tout à fait conscient, parce que c'est ça, je reprends ses mots, quand je parle de ce comparatif, c'est le comparatif que André fait, et c'est un homme timide, c'est un homme qui est pas impliqué en politique ni rien. Et il va sortir de sa timidité, il va hurler comme ça vers Olivier Véran, et comme il dit, et moi il me racontait ça quand on s'est rencontrés, il me dit je me serais jamais vu faire ça, quoi. Et après les caméras vont se tourner vers lui, et là il va enchaîner avec il va s'expliquer pourquoi il a fait ça, et c'est intéressant de voir que les gens du coin, ça représente cette colère que les gens ont ressentie localement, parce que lui il raconte aussi que il y a eu un peu le même genre d'événement lui dans sa jeunesse, dans les balles où c'était des jeunes de Givors ou de Vienne qui venaient un peu semer le trouble dans des fêtes de village, quoi. Tu parlais tout à l'heure de la manifestation qui a eu lieu après contre la monnaie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Alors, t'as rencontré une des personnes qui participaient, t'as vu un de ses avocats. Ouais. On est quand même allé s'intéresser à cette question, et j'ai bien fait, parce que pour moi c'était une tentative de descente, et en fait en m'y approchant de plus près, tu te rends compte que la manif elle est partie d'un roman. Donc si eux ils se sont rendus visibles, ces manifestants, ces militants, ils se sont rendus visibles, ils ont marché vers le quartier, en effet, ils se sont fait arrêter avant. Du coup, c'est une descente, c'est une ratonnade, comme les médias l'ont décrit, qui fait 0 mort, 0 blessé. Quelques dégradations, parce que quand la police les a évacués, ils ont renversé des poubelles, il y a eu des jets de projectiles, des pétards. Enfin voilà, parce qu'il y a quand même des militants qui étaient armés, etc. Mais pas tous. En fait, il y avait des gens de toute la France qui viennent, des militants de toute la France qui viennent. Il y avait des barres de fer, il y a des des gourdins un peu, si je peux dire. Il y a des gens qui sont un peu armés, mais il y en a beaucoup, et notamment Marcel que j'ai interviewé, lui il n'avait pas de matériel sur lui, il avait peut-être pas conscience de l'ampleur que ça allait avoir, mais lui il était très en colère parce que il a connu des balles dans le sud de la France, et il me disait ça aurait pu être mon petit frère et je veux pas que ça reste invengé puisque la justice ne va rien faire. Donc on voit qu'en fait la conséquence du laxisme judiciaire, c'est que des gens n'en peuvent plus. Alors évidemment on cautionne évidemment pas ça, et c'est une façon délétère d'agir, et donc cette manifestation elle se dirige vers le quartier, elle est arrêtée, dispersée, il y a plein d'interpellations, bien assez musclées d'ailleurs quand même, parce qu'il y a des militants aux phalanges pétées qui ont le visage en sang, donc voilà, ça a été musclé, normal, je veux dire. Il y en a même un qui a failli se faire brûler, je crois, qui s'est prendre à l'intérieur du quartier. Voilà, et en fait ce qui se passe, c'est que c'est pas très organisé, il y a des gars, ils sont dans un Renault Trafic, je crois, garé pas loin. Il y a un des jeunes qui rejoint ce Renault Trafic parce qu'il voit que ça part en vrille. Lui-même a de la famille dans la police, et il apprécie pas trop que ça termine en affrontement avec la police, cette manifestation. Et en fait, il y a quelqu'un qui vient toquer à la vitre, qui se fait passer par un policier. Il ouvre, et en fait c'est un gars du quartier, et donc là le gars se fait attraper, et là va s'enchaîner un supplice de plusieurs heures, il me semble, en tout cas un long supplice où il va être tabassé, roué de coups, déshabillé, son téléphone sera pris, il me semble. Il aura apparemment, de ce que dit le dossier de l'enquête, il va avoir un tendon sectionné entre l'index et le pouce, donc en fait il va subir des actes de barbarie.
Alors oui, il faisait partie de cette manifestation, mais bon, il n'avait pas encore eu le temps d'effectuer quelconque violence. Et donc il a été victime d'un déchaînement de violence, voilà, ce qui montre qu'on n'a pas non plus affaire à des petits anges. Et c'est comme on dit, des barbus du quartier, donc plutôt un peu les pratiquants endurcis, un peu les salafs, qui vont faire en sorte que les jeunes se calment, le libèrent, ils vont lui remettre un pantalon, et ils vont appeler les pompiers, et du coup il va être ramené. Et du coup, à ce moment-là, il y a un gars qui lui explique tu diras à tes potes que c'est un arabe qui t'a sauvé. Voilà, donc pour lui, ça a été terrible, et du coup, ça a été la seule victime de cette descente, ça a été un des militants d'ultra-droite. Je reviens sur un point très intéressant, c'est que un des manifestants me racontait qu'au début, il y a un bus qui s'arrête, qui recule pour laisser passer la manif, qui applaudit, qui vient prendre des tracts et qui les distribue à ses passagers, et que des gens applaudissaient depuis leur fenêtre. Donc en fait, la manif n'aurait pas dû aller vers la monnaie, évidemment, mais au début, les gens approuvent cette colère. Qui est exprimée dans cette manifestation. Mais évidemment, ce qui reste intolérable, c'est cette volonté pour certains d'aller en découdre dans le quartier, parce que de toute façon, ça n'aurait été qu'interprété comme du racisme et comme une expédition punitive. Voilà, donc ouais, cette affaire de la descente, elle est très intéressante, parce que la seule victime est de l'autre côté. Donc là, aujourd'hui, on a, pour conclure, 14 personnes mises en examen. C'est ça. 6 personnes en détention provisoire. C'est ça, ouais. 3 majeurs, 3 mineurs. Ouais, il y a aussi 2 contrôles judiciaires, mais bon là. Et visiblement, de ce que tu me disais, dans la Cité de la Monnaie, les gens disent être au courant de celui qui a poignardé Thomas, sauf que personne ne le dit. C'est ça, c'est dans la culture de quartier, c'est dans les codes d'honneur des quartiers. On ne balance pas, on ne poucave pas. Alors oui, j'entends bien qu'il y a une solidarité entre amis, entre copains. Là, il y a quand même mort d'homme. On parle quand même de peines de prison qui iront jusqu'à peut-être 15 ans. Donc en fait, il serait plutôt responsable et digne de faciliter le travail dans la gendarmerie. Mais voilà, évidemment, c'est à l'opposé de la mentalité de ces jeunes. Et donc entre eux, ils savent, dans les écoutes téléphoniques, rapportent que pour pas que la police entende, ils donnent juste une initiale et ils confirment. Donc les jeunes pensent savoir qui c'est, et du coup au quartier, bon, est-ce que les gens savent vraiment, ou bien est-ce qu'on raconte et qu'on le dit, voilà. Mais c'est ce que un peu disent les gens dans le quartier, on saurait, mais personne ne le dira. Et les mères de famille supplient leurs enfants de balancer pour. Donc il n'y a pas encore eu le jugement. En attendant, on vous met une petite image. Vous allez voir, c'est une image qu'on s'est procurée avant-hier de Shahid, qui est en train de fumer dans sa prison. Donc tout a l'air de bien se passer pour lui. Quelle conclusion tu aurais après ce documentaire? Ouais. Et bien qu'en fait, ce qu'on a appelé de la récupération alors évidemment, il y a eu des exagérations. On a parlé de razzia, de raid barbaresque. Évidemment, ça c'est de la métaphore, mais de la même façon que des gens ont comparé ça à Roméo et Juliette. Mais bon, ça approchait quand même plus de la razzia que de Roméo et Juliette. Mais en fait, ce qu'on a appelé de la récupération, il y a quand même eu des constats en fait qui sont avérés. C'est que voilà, on a deux France. Des gens sur un même territoire, donc le nord de la Drôme, qui n'ont absolument rien en commun. Et quand ils se rendent à un bal, il y a des problèmes. Et on a des deux côtés, du coup, un endurcissement, parce cette fiction du vivre ensemble, en fait, on voit bien qu'elle ne tient pas à l'épreuve du réel. Quand on se fait se frotter ces deux populations dans un contexte alcoolisé, un contexte où la testostérone monte parce qu'il y a des filles autour, c'est encore plus conflictuel, parce qu'évidemment qu'on peut s'embrouiller pour des jeunes filles dans des contextes rugbyman, bal, fête de village, mais ça n'a jamais fini comme ça. Donc ça, c'est pareil. C'est pas les rugbyman qui étaient armés, quoi. Il y a cette comparaison qui revient. Oui, mais les balles, ça a toujours fini comme ça. Non, mais ah bon, avec un mort et des coups de couteau dans l'abdomen, avec des mères qui sont frappées à la sortie, c'est du jamais vu, clairement, du moins dans ce coin en France. Yes. Après, ce qu'on nous dit et ce qui arrivera plus tard, c'est qu'en fait c'est déjà arrivé et ça réarrivera. C'est arrivé à Grenoble à la sortie de la boîte de nuit Phoenix, Adrien Pérez qui je crois défend une fille un peu en difficulté, qui se fait harceler. Il se prend un coup de couteau. C'est peut-être pas exactement ça les raisons du coup de couteau, mais Adrien Pérez meurt à la sortie d'une boîte de nuit. Donc on voit ces contextes de fête, ils sont encore plus propices à ces agressions, à ces meurtres. Et voilà, cette conclusion, c'est que c'est toute la fiction du vivre ensemble en fait qui s'effondre devant le récit des deux côtés. Parce qu'en fait, même quand on laisse parler ces jeunes de la monnaie,
on voit bien que c'était pas leur monde, on voit bien que c'était pas le monde auquel ils appartiennent. Sauf que si c'est pas le monde auquel vous appartenez, tenez-vous à distance ou bien y allez-y avec un minimum de précaution et d'humilité. De la même façon que si j'allais dans un concert de black metal, c'est pas mes codes, je connais pas ce monde, je m'habille en noir, je me fais discret et je fais comme les autres. Mais c'est normal parce que c'est du bon sens, je m'impose pas, je vais à un endroit, je le découvre, j'appartiens pas à ce monde. Enfin voilà, il y a cette espèce d'absence et même, je pense, de provocation à vouloir se comporter comme ça à Asbal, et cette facilité à régler son différend au couteau, en ne prenant pas du tout en compte que en fait, utiliser un couteau, ça donne la mort, ça ravage des familles et ça provoque une affaire nationale comme ça, quoi. Pour terminer, petite anecdote marrante, il paraît que certains habitants de Crépol te disaient attention, Crépol c'est dans la Drôme, c'est pas dans l'Isère. Ouais, bah, bien sûr, le livre qui paraît, donc il y a deux journalistes, il y a un journaliste du Parisien, un journaliste de l'Équipe et une romancière qui écrivent ce livre, donc on a déjà parlé. Promotion France Inter, service public, partout, hein. Bien sûr. Et d'abord anglais, non sur les nouveautés du livre, mais sur l'analyse, sur la monnaie, les pauvres, etc., l'excuse sociale. Ouais, et grosse culture de l'excuse. Ouais, culture de l'excuse dans le livre. Et la quatrième de couve explique que un village, Crépol, en Isère. Alors, c'est dans la Drôme, raté. Et alors oui, c'est pas loin de l'Isère, évidemment, c'est à peut-être 15 minutes de l'Isère, mais pour les gens localement, enfin, c'était ahurissant, quoi. Parce que, il y a un truc à savoir, c'est peut-être le département où ça se passe, le localiser sur la carte et pas le mettre en quatrième de couverture. On imagine que c'est les éditions Grasset. Alors on imagine qu'il y a un alternant là qui a dû se faire souffler. Ils ont corrigé sur le site, sauf que les quelques exemplaires qui ont été imprimés, alors je sais pas combien ont été imprimés, mais en tout cas pas beaucoup ont été vendus. 700, 1000 exemplaires les premières semaines. Donc ça n'a pas défrayé. Enfin, c'est pas un succès de librairie avec cette erreur qui en fait a fait rire dans le village parce que les gens évidemment se sont pas jetés sur le livre. Ils ont attendu d'entendre qu'est-ce qui se disait dedans. Par contre, ça leur a pas échappé. Et quand on s'est rendu pour interviewer André à Crépol, et après on allait boire un verre avec lui dans le bar tabac qui fait bar. Enfin oui, le bar tabac. Les gens, ils faisaient des blagues à voix haute sur ça. Donc on est venu les voir et on a rigolé avec eux. Pour leur montrer qu'on avait repéré ça tout de suite. Et moi, dès que l'aperçu du livre est sorti, je l'ai partagé sur mon compte X pour dire c'est pas bon signe. Alors parce qu'on parlait de quand le livre est sorti, il est sorti avec la première fois on a entendu parler du livre, c'était via un article dans l'Obs. Le livre n'était pas encore sorti, mais on avait déjà un aperçu. Et du coup, je découvre ça comme tout le monde. Et je tape sur Internet et je tombe sur la quatrième de couverture, je vois ça et je me dis, c'est pas bon signe. Il y a peut-être le PV caché, donc ils apportent des éléments qui attestent du racisme de cette affaire, etc. Mais ça partait très mal, quoi. Merci beaucoup, Baudouin, en tout cas. Il y a beaucoup de participants aussi dans ce documentaire. Tu as François Bousquet, qui écrit sur le racisme anti-blanc. François Bousquet, auteur de Le racisme anti-blanc, l'enquête interdite. Il revient sur le scandale de la non prise en considération par la justice d'affaires de racisme anti-blanc. Il y a quelques décisions de jurisprudence, il y a quelques arrêts, mais par exemple, Nick Conrad, avec sa chanson Pendez les Blancs, il faudra peut-être censurer sur YouTube, mais il prend le parquet, que j'ai oublié le terme, requiert 5 000 € d'amende avec sursis. Avec un clip d'une violence inouïe, hein. On voit Nick Conrad qui se met en scène en train d'étrangler une femme. Donc oui, la justice a encore beaucoup de mal avec le racisme anti-blanc. Dont parle Bousquet. Tu as aussi Maître Frédéric Pichon, qui lui se battait sur la question de la reconnaissance du racisme anti-blanc. Ouais, il a été très actif là-dessus. Dès le début de l'affaire, il a tenté auprès du parquet de Grenoble, il me semble, non pas du parquet, mais de la cour d'appel de Grenoble, de faire reconnaître les circonstances aggravantes des insultes anti-blancs, ce qu'il n'a pas obtenu. Mais du coup, il revient pour nous là-dessus. Et lui, c'est un spécialiste de ces questions-là, parce qu'il est depuis 20 ans, 25 ans avocat en droit de la presse. Et c'est souvent dans le droit de la presse que sont versées toutes ces affaires de racisme, d'injures, etc. Voilà. Super. Merci beaucoup, Baudouin, en tout cas. Ouais. Bravo pour ce super documentaire qui plonge aussi, puisque
tu fais une vraie reconstitution de cette nuit, etc. Donc ça vous plonge on met une petite ambiance dans cet univers de Crépol qui finalement est assez glauque, que moi j'avais vécu avec l'équipe juste 2 jours après l'assassinat de Thomas, ou 3 jours après. On est allé sur place, je me revois arriver à minuit sur cette salle des fêtes. C'est effectivement, c'est prenant, on se demande, c'est pesant. Il y avait encore les scellés sur la fête. Il y avait les scellés, il y avait les traces de sang encore par terre. Donc c'est sûr que c'était assez dur. Je vous invite vraiment à regarder ce documentaire donc sur le site de Frontières, donc pour la nouvelle plateforme de streaming Frontières Plus, documentaire sur Crépol. Vous le trouvez également sur l'application mobile de Frontières. Donc l'application mobile, vous la téléchargez sur iOS et Android. Vous pouvez la caster sur votre télévision, vous pouvez la télécharger. N'hésitez pas, ceux qui s'abonnent à Frontières Plus, vous êtes abonnés en plus à notre formule numérique, c'est compris. Donc vous avez accès à nos magazines, vous avez accès à nos articles. N'hésitez pas à en profiter de regarder tous les autres documentaires. On retrouvera Baudouin aussi pour d'autres documentaires, peut-être aussi une suite sur Crépol. En fait, encore beaucoup de choses à dire, à découvrir. Je pense que tu es favorable, mais il y aura une suite parce qu'en fait, l'instruction est en cours, on n'a pas la date du procès, il y a des éléments qui ne sont pas encore mis à jour, il y a beaucoup de témoins, parce que là, en fait, ça va sans doute libérer la parole, et ceux qui sont concernés par cette affaire, n'hésitez pas à nous contacter. La parole a été très fermée, on espère que les gens du coup vont plus s'ouvrir, que ça soit du côté de Crépol ou du côté de la monnaie, c'est tout aussi intéressant, donc je pense qu'il y aura une suite parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Merci beaucoup Baudouin. Merci à toi, très bientôt. Eric. Merci à tous. Merci à tous, à bientôt.